Ouvre grand tes yeux, on part explorer les richesses cachées de l'Afrique. Pas les diamants et l'or qu'on imagine, mais une richesse bien plus précieuse, celle de l'union et du travail ensemble. Imagine un immense continent, l'Afrique, avec des déserts de sable doré, des forêts tropicales pleines de fruits et d'animaux, et des côtes bordées d'océans. Il y a très longtemps, bien avant les avions et les téléphones, les peuples d'Afrique échangeaient déjà entre eux. Par exemple, au 8e siècle, l'empire du Ghana était célèbre pour son or. Les marchands venaient de loin, traversant le désert du Sahara à dos de chameaux, pour échanger du sel contre de l'or. Le sel était alors plus précieux que l'or. Pourquoi? Parce que sans sel, on ne peut pas conserver la viande ni donner du goût aux aliments. Les rois du Ghana devenaient très riches grâce à ces échanges. Mais voilà, ces royaumes étaient séparés par des distances énormes et des langues différentes. Plus tard, des explorateurs européens sont arrivés sur les côtes africaines. Ils ont vu ces richesses, l'or, l'ivoire, les épices, et aussi des hommes, qu'ils ont capturés pour les vendre comme esclaves. Cela a été une période très triste, la traite des esclaves, qui a volé des millions d'Africains et affaibli les royaumes. Au XIXe siècle, les pays d'Europe se sont réunis à Berlin, en 1884 à 1885, pour découper l'Afrique comme un gâteau, sans demander l'avis des Africains. C'est ce qu'on appelle le partage de l'Afrique. Les frontières tracées à la règle ont séparé des familles, des peuples qui parlaient la même langue, et ont réuni des ennemis. L'Afrique a perdu sa liberté et ses richesses ont été pillées. Mais les Africains n'ont jamais abandonné. Des hommes et des femmes courageux, comme Kwame Nkrumah au Ghana, Julius Nyerere en Tanzanie ou Patrice Lumumba au Congo, ont dit « Nous devons nous unir pour être forts ». C'est ainsi qu'est né le panafricanisme. Le mot « panafricanisme » vient du grec « pan » qui veut dire « tout » et « africanisme » qui veut dire « Afrique ». C'est l'idée que tous les peuples d'Afrique, et même les descendants d'Africains dans le monde, doivent travailler ensemble pour construire un avenir meilleur. Pourquoi l'économie est-elle si importante? Parce que si l'Afrique produit ses propres voitures, ses propres médicaments, sa propre nourriture, elle n'a pas besoin de dépendre des autres. Elle peut devenir riche et puissante. Imagine une famille qui cultive son jardin, coud ses vêtements et construit sa maison, elle est libre. Le panafricanisme économique, c'est ça, faire en sorte que l'Afrique soit autosuffisante et prospère. Aujourd'hui, l'Afrique a 54 pays, mais si elle était un seul pays, elle serait le 7e plus grand du monde par sa superficie. Ensemble, ces pays ont une force immense. Par exemple, la zone de libre-échange. Après les indépendances, dans les années les nouveaux dirigeants africains ont compris que pour être vraiment libres, ils devaient changer cela. Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, a dit en 1963 « L'Afrique doit s'unir ou périr ». Il voulait créer une fédération de tous les pays africains, avec une monnaie commune, une armée commune, une politique économique commune. Malheureusement, beaucoup de dirigeants n'étaient pas d'accord, car ils voulaient garder leur pouvoir dans leur petit pays. Mais l'idée du panafricanisme économique est restée. Aujourd'hui, elle renaît avec la zone de libre-échange continentale africaine. Cette zone, qui regroupe 54 pays, est la plus grande zone de libre-échange du monde par le nombre de pays participants. Son objectif est d'augmenter le commerce intra-africain, qui est encore très faible, seulement 15 des échanges des pays africains se font entre eux, contre 60 en Europe. Imagine si les pays africains commerçaient autant entre eux que les Européens, l'économie africaine exploserait. Cela créerait des millions d'emplois, des usines, des routes, des ponts. Les enfants pourraient aller à l'école avec des livres fabriqués en Afrique, et manger de la nourriture cultivée en Afrique. C'est ça, le rêve du panafricanisme économique et cette deuxième partie, les pères du panafricanisme et leurs idées économiques. Le panafricanisme n'est pas né tout seul. Il a été construit par des hommes et des femmes exceptionnels, qui ont voyagé, écrit, parlé et lutté pour l'unité africaine. Le premier grand penseur du panafricanisme s'appelle W.E.B. Du Bois. Il est né en 1868 aux États-Unis, mais ses ancêtres étaient africains. Il a organisé les premiers congrès panafricains, à partir de 1919, pour demander la fin de la colonisation et l'unité des peuples noirs. Il disait que les Africains et les descendants d'Africains devaient être fiers de leur histoire et de leur culture. Mais c'est Marcus Garvey, un Jamaïcain né en 1887, qui a eu une idée économique très forte. Il a créé une compagnie de bateaux, la Black Star Line,
pour transporter des marchandises et des personnes entre l'Afrique et les Amériques. Il voulait que les Noirs du monde entier créent leurs propres entreprises, pour ne pas dépendre des Blancs. Il disait, ne regarde pas le monde avec les yeux d'un mendiant, mais avec les yeux d'un roi. Il encourageait les Noirs à être économiquement indépendants. En Afrique, le leader le plus important du panafricanisme économique est Kwame Nkrumah. Né en 1909 au Ghana, alors appelé Côte de l'Or, il a étudié aux États-Unis et en Angleterre. Il a été influencé par Du Bois et Garvey. En 1957, il a mené le Ghana à l'indépendance, le premier pays d'Afrique subsaharienne à devenir libre. Il a immédiatement lancé des projets économiques ambitieux. Il a construit le bar. Différence de monnaie. Il y a plus de 40 monnaies différentes en Afrique. Certaines sont fortes, comme le rand sud-africain, d'autres sont faibles, comme le franc CFA utilisé dans 14 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Pour échanger, il faut changer de l'argent, ce qui coûte cher et prend du temps. Si l'Afrique avait une monnaie unique, comme l'euro en Europe, les échanges seraient beaucoup plus faciles. Mais créer une monnaie unique demande une coordination politique très forte. Le troisième obstacle, ce sont les infrastructures. Les routes, les chemins de fer, les ports sont souvent en mauvais état ou inexistants entre les pays. Par exemple, pour aller du Ghana au Burkina Faso, il n'y a qu'une seule route principale, souvent embouteillée. Il n'y a pas de chemin de fer reliant les capitales. Les trains, quand ils existent, sont lents et vieux. Les ports sont souvent gérés par des compagnies étrangères, ce qui augmente les coûts. Le quatrième obstacle, c'est la dépendance aux exportations de matières premières. Beaucoup de pays africains exportent principalement du pétrole, du gaz, des minerais, du cacao, du café, du coton. Ces produits sont vendus bruts, sans transformation, et leur prix fluctue sur les marchés mondiaux. Quand le prix du pétrole baisse, le Nigeria ou l'Angola perdent beaucoup d'argent. Pour être plus forts, les pays africains doivent transformer leurs matières premières chez eux. Par exemple, au lieu d'exporter du cacao brut, la Côte d'Ivoire pourrait fabriquer du chocolat. Au lieu d'exporter du coton, le Mali pourrait fabriquer des vêtements. Cela créerait des usines, des emplois et plus de valeur. Mais cela demande des investissements, des compétences techniques et de l'électricité. Le cinquième obstacle, ce sont les conflits. Plusieurs régions d'Afrique sont en guerre ou instables, la République démocratique du Congo, le Sahel, la Somalie, le Soudan. Les guerres détruisent les infrastructures, chassent les populations et empêchent le commerce. Elles coûtent cher en vie humaine et en argent. Parfois, les conflits sont alimentés par la compétition pour les ressources, comme l'eau, les minerais ou le pétrole. Le sixième obstacle, c'est la corruption. Dans certains pays, les fonctionnaires ou les hommes politiques exigent de l'argent pour autoriser un commerce, construire une route ou ouvrir une usine. Cela décourage les investisseurs honnêtes. Malgré tous ces défis, il y a des raisons d'espérer. De nombreux projets avancent. Par exemple, la construction d'une autoroute reliant Lagos, au Nigeria, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est en cours. Le chemin de fer standard africain, qui doit relier plusieurs pays de l'Est, de l'Ouest et du Sud, est en projet. Des entreprises africaines innovent, M-Pesa, Inser. Es un jouet fabriqué en Afrique, tu aides un artisan africain. Si tu manges du chocolat fabriqué en Côte d'Ivoire, tu aides un paysan africain. Si tu portes un vêtement en tissu africain, tu valorises la culture africaine. De plus en plus de marques africaines émergent, des chaussures, des vêtements, des cosmétiques, des meubles. Elles sont belles et de qualité. Le panafricanisme économique, c'est donc un mouvement qui touche tous les aspects de la vie. Il ne s'agit pas seulement de politique ou de grands discours, mais de choix quotidiens. En grandissant, tu pourras toi aussi contribuer à ce mouvement, en devenant entrepreneur, ingénieur, agriculteur, ou simplement en étant un citoyen conscient. L'Afrique est ton continent, et son avenir est entre tes mains. Cette section d'approfondissement, aller plus loin dans la compréhension du panafricanisme économique. Pour les curieux qui veulent en savoir plus, voici des sujets avancés. D'abord, la notion de développement endogène. Cela signifie que l'Afrique doit se développer en utilisant ses propres ressources, ses propres idées, sa propre culture, plutôt que de copier des modèles étrangers. Par exemple,
Au lieu de construire des villes comme New York, on peut construire des villes adaptées au climat africain, avec des matériaux locaux comme la terre cuite ou le bambou. Au lieu d'importer des aliments transformés, on peut promouvoir l'agriculture biologique et les recettes traditionnelles. Un exemple est le mouvement Slow Food en Afrique, qui valorise les aliments locaux. Ensuite, le rôle des femmes dans l'économie africaine. Les femmes africaines sont souvent des commerçantes, des agricultrices, des artisanes. Elles sont le pilier de l'économie informelle. Le panafricanisme économique doit leur donner plus de droits, de crédits, de formation. Par exemple, la Banque africaine de développement a des programmes spéciaux pour les femmes entrepreneurs. Un autre sujet est la monnaie unique africaine. L'Union africaine a pour objectif de créer une monnaie commune d'ici 2028, appelée l'afro. Mais c'est très compliqué, car les économies des pays sont très différentes. Par exemple, le Nigeria a une économie basée sur le pétrole, tandis que le Kenya a une économie basée sur l'agriculture et les services. Si la monnaie est unique, les pays doivent coordonner leurs politiques économiques, ce qui est difficile. L'euro, en Europe, a connu des crises parce que les pays n'avaient pas les mêmes besoins. Un autre sujet est la dette africaine. Beaucoup de pays africains sont très endettés envers des pays riches ou des institutions comme le Fonds monétaire international, FMI. Ils doivent rembourser chaque année des sommes énormes, ce qui les empêche d'investir dans l'éducation, la santé ou les infrastructures. Le panafricanisme propose de renégocier cette dette. L'année où tes grands-parents étaient jeunes. Ensuite, pratique le récit oral. Raconte à un ami ou à un parent ce que tu as appris. Par exemple, raconte l'histoire de Mansa Moussa et de son or, ou comment Nkrumah a voulu unir l'Afrique. Le fait de raconter t'aide à structurer tes idées et à les mémoriser. Tu peux aussi dessiner une frise chronologique avec les événements importants, 1324, pèlerinage de Mansa Moussa, 1884 à 1885, conférence de Berlin, 1957, indépendance du Ghana, 1963, création de l'OUA, 2021, ZLECAF. Ajoute des petits dessins pour chaque événement. Enfin, pose-toi des questions, pourquoi l'Afrique doit-elle s'unir, quels sont les obstacles, comment puis-je aider? Note tes réponses dans un carnet. Tu peux aussi regarder des vidéos sur l'Afrique, écouter de la musique africaine, goûter des plats africains. Plus tu t'intéresses à l'Afrique, plus tu comprendras l'importance du panafricanisme. Et surtout, n'oublie pas, l'Afrique est un continent riche.